Ainsi donc, je ne pourrai pas tenir ma promesse. C'est la fin d'une longue aventure, surtout en stratégique. La couronne des roses me file entre les doigts au dernier moment. Je suis tout de même arrivé dans le top 10, ce qui était un objectif personnel que je m'étais fixé au début de l'émission, donc c'est déjà ça. Et même si ce n'est pas moi qui en aura l'honneur, ce premier couronnement devrait créer un précédent, permettant de mieux nous intégrer dans la société des Liurnes. J'ai déjà hâte que ce soit mon tour. Mais pour le moment, il est l'heure de revenir à une vie normale. Malgré ça, je vis pour le spectacle avant tout, et quand bien même je ne me hisserai pas au sommet de cette compétition, si une seule de mes sottises a pu vous amuser, alors au fond, j'aurais un peu gagné Rosae. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite bien du courage pour la suite de l'émission. Certains en auront besoin. Prenez soin de Cobalt Junior pour moi. De retour aux terres de légende. Aujourd'hui, nous allons enfin capturer Greg et mettre fin à son règne de terreur. L'émission est diffusée avec plusieurs jours de différé pour éviter que Greg ne sache quoi que ce soit en la regardant. Donc si cet épisode est diffusé, c'est qu'a priori, on a réussi. Avant de découvrir grâce à qui on doit ça, voici le confessionnal. Nout, nout, why? Dans Mao Kanari no Suzuki era. C'est très mystérieux. Bien, voyons tout ça dans l'ordre chronologique. Exceptionnellement, il était possible de quitter l'île. C'est une affaire majeure après tout. La personne qui a fait le premier pas est Aidan Elling. Mais voyons, Zer, cela fait un moment qu'il n'est plus dans le jeu. En effet, mais ça fait encore plus longtemps qu'il est sur la trace de Greg, et son aide nous sera précieuse. À distance, grâce à son iDroid, il part à Arbreville se renseigner sur le tatouage d'anguille que possède Greg. En le montrant à la tatoueuse, il apprend quelque chose de très important. Ce tatouage est le symbole du culte de l'anguille. Nombreux sont les arbres qui se le sont fait tatouer, et avec les averses récentes qu'il y a eu ces dernières années, tous les tatoueurs d'arbres sont mis d'accord pour arrêter de le faire. On ne sait pas vraiment qui ils sont ni ce qu'ils veulent, mais aucun doute que ce n'est rien de bon. Elle a discrètement donné à Aidan une liste de 5 clients qui se l'étaient fait tatouer chez elle avant son interdiction. Voici ce qu'elle contient. Flamboyant M, Minuit V, Tournoise K, T G, Rouelle C. Aucun doute, ce sont des membres du culte. Aidan finit par découvrir que dans les documents officiels des arbres magiques, le prénom s'écrit tout en majuscule et le nom de famille tout en minuscule. G pourrait donc correspondre à Greg. Il se rend dans différentes mairies afin de trouver des membres correspondant à cette liste. À Arbreville, il trouve les noms de 3 d'entre eux, ainsi que leur groupe C20, mais pas sûr que ça serve. C'est quoi ça, un groupe C20? C'est comme un groupe sanguin, mais pour les arbres magiques. Ainsi, G correspond effectivement à Greg, et son nom de famille est la lettre T. Pourquoi pas après tout? Tournoise K correspond à une certaine Cassandre, et Rouelle C à un certain Chloré encore. En demandant aux alentours, il réussit même à trouver quelqu'un qui connaissait Chloré encore autrefois, et a pu obtenir un portrait robot. Il l'a mis sur la piste du métro, ainsi Aidan s'en va pour s'arrêter à différentes stations. Il finit par arriver à la ville de Tranefolk, et y découvre le nom de Flamboyant M, il s'agit de Madrid. Avec 4 noms sur les 5 et une idée de la ville où ils habitent, Aidan est confiant. Il sort son détecteur de poils de rasé et découvre qu'il y en a beaucoup dans cet endroit. Il faut dire que c'est un climat parfait pour eux. Il rencontre un valeureux personnage que tout le monde apprécie. J'ai nommé Papa Rocca. Il était temps qu'il fasse une apparition dans cette saison. Il lui explique que les rasés sont simplement apparus un jour et que toute la communauté s'en occupe comme si c'était des chats errants. Bon à savoir. Aidan lui pose des questions concernant le culte de l'anguille, et Papa Rocca ne semble rien savoir à ce sujet, mais la description correspondrait à précisément 5 arbres qui sont souvent dans le coin. Aidan place quelques robots camouflés à Tranefolk pour suivre de près les membres du culte dès qu'il les aura identifiés, ainsi que les iDroïdes de combat au cas où il faille passer à l'attaque. Puis il va sur l'île Rose et informe les candidats de l'existence du culte, leur nom et le fait qu'ils sont à Tranefolk. Voilà qui va pouvoir les aider. C'est un travail de recherche exemplaire. Il faut saluer Aidan pour son initiative. Absolument. Voyons qui est le premier candidat à se mettre au travail. Il s'agit de Mikun. Après avoir organisé ses notes sur Greg, allant de la première rencontre aux découvertes d'Aidan, il prend sa première mesure, changer de coupe de cheveux. Ah bon? C'est une décision très importante, je trouve, mais je n'ai aucun argument. Ensuite, il plonge dans l'océan pour discuter avec les Serpak. Difficile d'oublier l'événement du très grand manche-sable, et il aimerait savoir s'il s'agissait d'une expérience de Greg. Pour rappel, il a été transformé puis divisé en plusieurs Serpak par les Dryades. Mikun cherche donc à parler à certains qui étaient ce manche-sable autrefois.
Il en trouve. Il apprend qu'il était à l'origine un mange-sable tout à fait ordinaire, mais qu'à un moment donné, il ne se trouvait plus sur l'île Rose, mais dans un bâtiment, et que le sable a commencé à avoir un goût différent. Il n'a aucun souvenir de comment il s'est retrouvé dans le ciel avec une taille aussi indécente. Curieux. C'était donc bien le fruit d'une expérience. Encore plus curieux, comment ça se fait qu'il a fallu autant de temps pour qu'on puisse demander directement au Serpac d'où venait le gros mange-sable? Nous étions très occupés, il faut dire. Lorsque Mikoun cherche à savoir s'il existe une civilisation sous-marine, les Serpac mentionnent la cité oubliée, mais ne se souviennent plus où elle est. Ce sont vraiment des comiques. T'as pas idée. Mikoun se rend alors à la bibliothèque d'Arbreville pour en savoir plus sur cette cité oubliée. On l'avait mentionné il y a fort longtemps, c'est intriguant tout de même. Il y apprend que d'anciens textes affirment l'existence d'une cité sous-marine proche de l'île Rose dont les ruines pourraient toujours exister, mais jamais elle n'a été trouvée. Il essaye aussi de trouver des livres sur l'outil de Lu sans succès. De retour dans sa chambre de l'île Rose, il va sur internet et trouve un forum où 2 utilisateurs en parlent. Tout d'abord, il parle avec Pretty Angel, qui racontait être fascinée par la cité oubliée depuis qu'elle a été mentionnée dans Rosé. Elle avait tenté de trouver des livres dessus à la bibliothèque d'Arbreville, mais apparemment quelqu'un a tout emprunté et n'a jamais rendu. Sans révéler qu'il est membre de Rosé, Mikoun l'informe qu'il en a justement trouvé un là-bas. Ils lui disent qu'il a trouvé dedans. Ravie, elle lui dit qu'elle va l'emprunter illico et le passer au peigne fin pour avoir la moindre info. Elle lui dit aussi qu'apparemment, la ville était une cité tout à fait ordinaire autrefois, sur la terre ferme et tout. Les deux décident de travailler ensemble pour trouver le plus d'infos possible. C'est superbe, mais je ne pense pas avoir le lien avec Greg. S'il a un lien avec les Serpac, peut-être qu'il en a avec les cités oubliées. Pour l'instant, Mikoun pense qu'elle faisait autrefois partie de l'île Rose. Il contemple l'autre utilisateur, un certain Dark Destroyer. Il prétend savoir où se trouve la cité oubliée, mais a juste la flemme de donner des détails. En regardant ses autres messages ailleurs, il semblerait connaître la solution à plein de mystères du genre, sans jamais donner de preuves. Mikoun tente d'engager la conversation, mais ne sait pas vraiment quoi lui demander. Je ne pense pas qu'on puisse lui faire confiance, de toute manière. Tu ne crois pas si bien dire. Mikoun a utilisé ses pouvoirs technomagiques de régie pour le localiser. Et il semblerait qu'il vive à Trainafolk. En soi, ça ne veut rien dire, mais si on trouvait un lien avec Greg, ça ferait de lui un membre du culte. Pendant que Mikoun réfléchit, Magic passe à l'action. Il y a longtemps, elle s'était fabriqué un détecteur de Greg. Voilà qui est précis. Elle utilise ce modèle pour s'en fabriquer 3 à très grande portée, capables d'indiquer la distance à laquelle il se trouve, et s'en va les déposer à 3 endroits au hasard sur la carte afin de trianguler sa position. Bingo! Les rayons se croisent à Trainafolk. Magic envoie une Andrea l'espionne, mais rien à signaler. C'est complètement vide, et ce n'est pas cette plaque d'égout au sol qui dira le contraire. Oh! L'Andriade entre par effraction chez quelqu'un et s'aventure dans un lavabo afin de rejoindre les égouts. À l'endroit signalé, elle y découvre une porte. Bien qu'elle soit très petite, impossible de s'y introduire. Magic est cependant déterminé à désamorcer la bombe avec laquelle Greg a été aperçu, et a donc donné un détecteur de bombe à l'Andriade. Oh, rien à signaler. Juste pour le fun, Magic utilise un détecteur de bombe sur l'île Rose, et oh mon dieu, il y en a partout! Sous terre, sous le sable, dans le savon des mines, l'île est truffée de bombes. Quoi? Mais ça fait combien de temps? Greg s'est fait passer pour un membre de l'équipe de rénovation. Il en a sans doute profité pour introduire ses bombes. Quoi qu'il en soit, Magic envoie plusieurs Andriades saboteuses désamorcer ses bombes. Ça va prendre un certain temps. Histoire d'être sûre, elle va vérifier s'il y a des bombes à l'hôtel Sequoia, mais rien à signaler. Elle profite de son passage à Arbreville pour aller récupérer le seul, l'unique, l'ordinateur des Dryades. Ouh! C'est vrai qu'il était avec le professeur Sequoia pendant tout ce temps. Absolument. Comprenant la situation, il a accepté de le lui rendre. Il faut dire qu'il va jouer un rôle clé. Voici le plan de Magic. L'ordinateur va coordonner des tonnes d'Andriades gardiennes et saboteuses pour appréhender Greg directement dans sa base dans les égouts. Pour cela, les Andriades espionnes vont s'assurer qu'il y est bien présent. Mais comment vont-elles passer la porte? Pas besoin. Magic va utiliser quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Les Andriades passeront par le Nether. Greg ne s'attendra pas à ce que des portails apparaissent si subitement et ne pourra rien faire. Ça a l'air d'un plan assez solide. Je me demande ce que les autres prévoient de faire. Eh bien, il y en a un qui a fait parler de lui. Siarkno s'est baladé partout sur l'île Rose avec une blouse blanche et un air mystérieux, mentionnant une anguille apprivoisée qu'il cacherait dans une base souterraine secrète à côté du volcan. Vraiment? Aurait-il réussi à apprivoiser une anguille? En tout cas, c'est ce qu'il veut faire croire. Il en parle tellement que tous les candidats en parlent, et il espère que l'information arrive jusqu'à Greg. Intrigué, ce dernier essaierait de la lui voler en s'introduisant dans la fameuse base souterraine.
Et effectivement, Cyrknos s'est rapidement terraformé une petite base à côté du volcan, mais aucune trace de l'anguille de compagnie au pouvoir destructeur, car il n'y en a pas. Au lieu de ça, un piège destiné à attraper Greg. Un filet s'abattra sur lui et il ne pourra pas s'en échapper. Je vois! Ça explique tout ce qu'il racontait, je suis rassuré. C'est donc son plan. Et pendant qu'il s'amuse à parcourir l'île Rose en racontant les fake news, Mikun a terminé les préparatifs de son plan. Grâce à sa notoriété de candidat de Rosé, il s'est allié à un créateur de contenu pour réaliser une vidéo found footage où il trouve la cité oubliée. Incroyable! La nouvelle va se répandre dans tout le pays. Mais tout comme Cyrknos, il est adepte du mensonge. En réalité, la cité qu'il a découvert est une fosse, qu'il a terraformée lui-même dans l'océan pas loin de l'île Rose. Il s'est servi des informations qu'il a trouvées et que Pretty Angel a récoltées pour qu'elles soient la plus crédible possible. Il répand aussi la rumeur qu'un sceptre Serpak se trouve à l'intérieur de la cité et qu'il permet d'invoquer des tornades de Serpak dévastatrices. Voilà qui devrait intéresser Greg. La fausse cité est remplie d'énigmes que Greg n'aura aucun mal à résoudre puisqu'il est très intelligent. Mais au bout de quelques-unes, la cité se referme sur elle-même et Greg est piégé. Ingénieux! Même si un mensonge de cette taille va nous valoir des tonnes de mails mécontents. C'est pour la bonne cause. Et pour s'assurer que c'est bien Greg qui y entre, les portes sont protégées par un système anti-robot et ne permettent qu'aux arbres d'entrer. Voilà qui est bien pensé. Il est vrai que Greg a déjà envoyé un faux lui par le passé. Quelqu'un d'autre a pensé à cette éventualité. Il s'agit de Shae et de son plan très détaillé. Profitant de pouvoir circuler librement, il décide de rassembler l'entièreté des 27 candidats à l'hôtel Sequoia. Ensemble, ils discuteront de Rosae et du bon vieux temps et s'échangeront des bracelets de l'amitié. Tout ceci n'est qu'une couverture cependant, car ces bracelets ne sont pas comme les autres. Ils sont munis de détecteurs d'arbres magiques, pouvant même être calibrés selon certains groupes C20. Grâce aux découvertes d'Aidan, on sait que celui de Greg est le 2. Il permet également de communiquer à la manière d'un talkie-walkie. La conversation concernant le bon vieux temps est aussi stratégique, car elle permet de s'assurer que personne parmi les lions n'est un imposteur créé par Greg. Il en serait bien capable. Une fois que tout est en place, Shae allumera des brouilleurs qui serviront à s'assurer qu'aucun mouchard ou autre ne puisse entendre ce qui va se passer. Car à ce moment-là, il donnera à tout le monde son rôle. Oui, tout le monde participera. Avant toute chose, un mot de passe est mis en place pour se reconnaître si jamais un imposteur fait son apparition. La question est, c'était comment Abreville? Et la réponse attendue est, le café était dégueulasse mais le temps est superbe. Ça ne va pas ravir les producteurs de cafés locaux. Qu'importe, les Lurnes seront ensuite répartis en 5 groupes. Les groupes Alpha, Beta, Crab, Delta et E. Pour gagner du temps, tout le monde sera en forme prince pour pouvoir rapidement invoquer des armes blanches au besoin, sauf une dans chaque groupe qui sera sous forme régie des fois qu'il faille réparer quelque chose. Mais bien sûr, elles peuvent changer de forme à n'importe quel moment. L'équipe Alpha se rendra là où Aidan a planqué sa pierre de résurrection et la remplacera par une fosse. Visuellement, elle est identique, mais si un arbre magique la touche, elle relâche un gaz anesthésiant qui le plongera dans un coma de 24 heures. Aidan gardera ensuite la vraie pierre avec lui, probablement sous son casque. Et sur place, on y met une andriade de combat. Diantre! Shae aussi utilise Andriade? Oui, il en a créé de 2 sortes. Les mini-andriades de surveillance et reconnaissance 2.0 peuvent détecter des arbres magiques et être calibrés selon leur groupe C20, comme les bracelets. Elles disposent aussi d'un outil de reconnaissance faciale et enverront un signal à tous les bracelets dès qu'elles auront repéré Greg. Les andriades de combat sont similaires, mais en plus de ça peuvent se battre. Elles peuvent aussi tirer des fléchettes tranquillisantes, paralysantes ou même électrifiées si jamais il y a des bots. Bref, l'andriade près de la fausse pierre est là pour incapaciter toute personne ne faisant pas partie du groupe, des fois que Greg envoie quelqu'un d'autre pour prendre la pierre. Le groupe Alpha s'en va ensuite au tribunal de Giratopia pour coordonner la suite des opérations. Les groupes Bravo et Crab se positionneront ensuite respectivement à 2 et au désert qui pique, soit autour de Trainfolk. Les andriades de surveillance seront d'ailleurs réparties tout autour de la ville pour traquer Greg si jamais il tente d'en sortir. Les équipes Delta et E se séparent dans tout Trainfolk pour trouver Greg ou d'autres membres du culte et doivent mettre à jour leur situation à l'équipe Alpha toutes les 10 minutes. Si quelqu'un arrête de donner des mises à jour, alors l'équipe Alpha envoie quelqu'un à sa dernière position connue. Si jamais un cultiste autre que Greg est trouvé, il sera appréhendé et questionné, possiblement avec du renfort de la part des équipes Bravo et Crab. Inutile de mobiliser tout le monde, car Greg reste la priorité. D'ailleurs, une fois qu'il est repéré, tous les membres Delta et eux seront envoyés à cet endroit. Ils lanceront des grenades anesthésiantes pour l'endormir à la façon de la fausse pierre. Les équipes Bravo et Crab restent à leur position pour appréhender Greg s'il parvient à s'échapper. Eh bien, voilà un plan très complet. Mais imaginons que Greg soit introuvable.
Alors les groupes se mettront en quête des autres cultistes pour les interroger, et la recherche est élargie. Les groupes et les Andriades iront dans différents endroits incluant la Gersité, l'île Mercier, Giratopia, Arbreville, les moyennes montagnes, la forêt de Fastwood, la vallée du Plaque et les jumelages Suède et Yol City. Toute la zone sera passée au peigne fin. Il y a encore des tas d'autres détails dans ce plan, notamment une procédure à suivre si jamais un imposteur est découvert parmi les lurnes. Shay a vraiment pensé à tout. Ce plan était vraiment très long à suivre. Il faudrait veiller à ne rien oublier. Pour contraster avec ce plan très long, voici celui de Clotolf qui est très court. Elle écrit le nom de Greg dans son Death Notolf. Ouh là! Mais pas de panique, si tu connais les règles du Death Note, tu sais qu'on peut y ajouter les détails. Ainsi, elle indique que sa mort sera dans 100 000 ans, histoire de ne pas l'avoir sur la conscience, mais explique aussi qu'il se rend immédiatement aux autorités compétentes. Ah, effectivement, c'est très court. Une telle chose est-elle vraiment possible? Il est effectivement possible de manipuler les actions des autres grâce au Death Note, mais ça a des limites, il faudra vérifier. En attendant, voici le dernier plan, celui de Soleil. Et la narration vous est offerte par un invité de choix, le légendaire Class. Greg est un étudiant de l'université des Saules. Greg est dangereux. Comment et pourquoi arrêter Greg? En tant qu'étudiante, j'adore jouer à des fangames Pokémon en cours. Donc pendant ces 2 mois d'épreuve, je développe un fangame Pokémon captivant, avec un mode de jeu exclusif et forcé pendant la première run, qui s'appelle le Doxlock. C'est comme un Nuzlocke classique, mais tous les surnoms des Pokémon doivent comporter des informations personnelles privées, intimes, qu'on ne révèle généralement pas. Pour attirer Greg, ayant connaissance son vif intérêt pour les anguilles, les starters sont en Chouat. Grâce à mon complice, mystérieuse figure masquée, le jeu devient populaire. En effet, ce dernier en parle sur sa célèbre chaîne de radio MFM Radio. Cela parvient aux oreilles de Greg qui, comme tout étudiant qui se respecte, écoute tous les jours MFM Radio. Greg adore le jeu et devient très vite accro car en plus d'être génial, la map du jeu est inspirée de l'île Rose. Les noms des Pokémon sont également en majuscules et ça lui plaît car il pense que c'est une référence au prénom des arbres magiques alors que c'est juste une ref à diamant et perle platine. Quel bouffon! Je sais comment me protéger de Greg, il me faut l'armure Soul et je sais comment l'invoquer grâce aux autres lurnes. Je lance une Custom Game Showdown en utilisant Armure Ruine qui en se réveillant invoque Armure Tombe. Je me retrouve donc en possession de l'armure Soul, et comme le dit Sequoia, ce n'est pas une arme, c'est en réalité un moyen de défense, c'est une modification subtile du nom original, l'armure Soul. Elle permet de se protéger de toute attaque physique, mentale, de n'importe quel stratagème, et de lire dans les pensées d'une personne spécifique, à condition que la personne en question soit étudiante à l'université des Saules, que je connaisse son numéro de carte bleue ainsi que son régime de cantine. Ça tombe bien. Grâce au Doxlock, j'ai accès à sa carte bleue, l'adresse de son domicile, son numéro de sévophone, sa liste de contacts, son groupe C20 ainsi qu'à l'album photo automatique Google qui montre une photo prise il y a 10 ans jour pour jour, montrant Greg avec des cheveux-feuilles de couleur verte. Je sais également que Greg est demi-pensionnaire et je profite de la technomagie des Dryades pour modifier son numéro étudiant. Sa carte est donc non valide et il devra passer à la fin du service demain. Cela me donne un créneau garanti où Greg sera occupé pour aller le piéger et récupérer l'épreuve chez lui. De plus, pour garantir une distraction maximale de Greg pendant cette période, demain au menu c'est barbecue avec la sauce salade spéciale et un nouveau Fabien Roussel géant pour être sûr à 100% que Greg se présente bien au self ce midi. La sauce salade se marie apparemment très bien avec la salade grégique. J'ai pu me renseigner au préalable sur les chefs d'accusation les plus graves de Giratopia grâce à mon bestie Kaku de One Piece, qui s'y connaît bien puisqu'il est lui-même une girafe dont l'arc se passe en tribunal. Grâce à cela, j'apprends que la teinture de cheveux-feuilles est considérée comme un crime de la plus haute importance sur l'île Rose par le tribunal de Giratopia. Pour terminer les préparatifs, je me rends dans la salle de cours du prof Sequoia. Malheureusement pour lui, ou heureusement pour moi, à cause de son tableau trop rempli, Prof Sequoia a dévoilé des informations privées à propos de ses relations, et donc sa proximité avec Greg qu'il gardait cachée, puisqu'il n'est pas censé le connaître car il n'était pas proche de Roger. Car qu'il le veuille ou non, on écrit sur les murs les noms de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos sèves, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. D'ailleurs, le prof Sequoia est groupe C20 Arôme Magie, comme Greg. Grâce au prof Sequoia qui est écrit sur les murs, j'ai pu obtenir 2 noms, T-Greg ainsi que Libellule Bleue, avec un cœur autour de leur nom sur le mur. Il semblerait que le prof Sequoia soit un shipper compulsif. Cette information me révèle une relation existante entre Greg et Bleu, qui qu'elle soit.
En allant chez Greg le lendemain pour imprimer la photo de Greg cheveux feuilles de couleur verte, pendant la pause déjeuner de Greg pour ne pas éveiller les soupçons, j'aperçois une certaine Agrion verte dans sa liste de contacts. Habile des simulations, il a l'air habitué à faire ce genre de cachotterie. Greg ne doit pas être un partenaire très fidèle. Étant en arbre magique, Greg a une affection particulière pour la Suède. J'essaie de lire dans ses pensées pour trouver ses idées malveillantes, mais il ne pense qu'à rentrer pour regarder une compile de Victor Gyökeres, le GOAT. Il a raison, Gyökeres est très fort. Enfin bon, je m'égare, l'important c'est la photo et les données confidentielles qu'il m'a données de son plein gré par ses surnoms Pokémon. En écumant les messages entre Greg et Bleu sur WhatsApp, j'ai pu apprendre que cette dernière travaille étrangement dans un magasin de teinture de cheveux qui a vu le jour il y a 10 ans, pile après la photo de Greg avec une tignasse verte en fait. Il s'avère que Greg est le premier arbre à avoir passé le cap de la teinture de cheveux-feuilles et qu'il a ensuite créé une industrie avec Bleu pour que cela paraisse normal. Le crime de Greg que Gérardopia ne laissera pas passer et donc il est le premier arbre à avoir teint ses cheveux-feuilles, qu'il a créé une industrie dévastatrice pour couvrir sa bêtise et que ceci dérègle tout l'écosystème de l'île rose. En effet, la teinture pour cheveux n'est pas adaptée aux cheveux-feuilles. Normalement temporaire, elle est permanente et indélébile pour les cheveux-feuilles. Suite à l'effet de mode entraîné par la marque Bleu Libellule, intelligemment inspiré donc de Libellule Bleue, pour ne pas mettre Greg sur le devant de la scène, de nombreux arbres magiques ont essayé, avant de se rendre compte que cela les impacterait pour la vie. Et pire encore, la couleur étant trop opaque, les arbres magiques ne pouvaient plus pratiquer la photosynthèse. Leurs descendants sont nés avec un feuillage également non vert, ce qui a entraîné leur mort précoce pour la même raison, la teinture les empêchant d'absorber les rayons du soleil. Greg est donc coupable de l'extinction progressive des arbres magiques, mais également d'avoir choisi une couleur horrible en plus de ça. Voilà qui est simplement dit. Ta façon d'écrire est hilarante, mais le plan lui-même sera-t-il efficace ? Comparons-les tous ensemble pour en décider. Maintenant que nous avons tous vu, il est temps de choisir un vainqueur. Commençons par Clotolf. Nous avons consulté nos experts en Death Note, et selon la règle 27, le cahier ne peut opérer que dans une fenêtre de 23 jours. De plus, selon la règle 57, le moment de la mort ne peut pas excéder la date de décès originelle de l'individu. Écrire son nom ne ferait donc que le tuer instantanément, et bien que techniquement ça compterait comme l'arrêter, nous ne pouvons pas nous résoudre à utiliser ce plan. Ensuite, Soleil. Ton plan a été un véritable plaisir à lire. Mais d'un point de vue technique, beaucoup de choses ne vont pas. Certains éléments sont simplement erronés, comme par exemple le groupe sévent de Greg, ou encore ses relations et ses habitudes de teinture. Tu es la seule à avoir utilisé les noms d'Armure Une et Armure Tombe, ce que je tiens à souligner. Mais même en retournant ton plan dans tous les sens, je n'arrive pas à trouver la façon dont Greg est capturé. Donc hélas, il ne peut être mis à exécution. Les 4 plans qu'il nous restent sont réalisables, mais certains sont plus faibles que d'autres. Cirkno, la base de ton plan repose sur l'idée que Greg entende parler de ta prétendue anguille apprivoisée. Or, on sait qu'il ne se trouve plus sur l'île Rose, et puisque tu ne la quittes pas, on peut questionner le fait qu'il soit au courant. Même en supposant qu'il y ait mis des mouchards, n'importe qui de curieux pourrait s'aventurer dans la base souterraine et ainsi tomber dans le piège au lieu de Greg. Ce n'est donc pas le plan que nous allons utiliser non plus. Les 3 plans qu'il nous restent sont très efficaces, difficile de les départager. Mais pourtant, il faudra bien. Pour la capture de Greg, le plan vainqueur que nous utiliserons est celui de... Shae! C'est tout naturel, avec autant de détails dans ce plan, il y a très peu de failles. Magic et Miku ont également fait du très bon travail, mais certains éléments pouvaient être compromis. Par exemple, souvenons-nous que le Nether est encore truffé de pièges, rendant compliquée la mission des Andriades. Ou encore, Greg pourrait-il croire un clickbait concernant des informations évidemment fausses sur les cités oubliées ? Shae a vraiment pensé à tout, et c'est ce qui lui vaut la première place. Il faut aussi noter que là où tout le monde a tenté un plan très individuel, Shae fait participer tout le monde. Encore une magnifique façon de rester ouvertement soudé avec entrain. Nous allons donc mettre ce plan en place. Et en attendant, le jeu continue. Il est grand temps d'assister au tout dernier conseil. C'est la dernière fois que vous voterez pour éliminer quelqu'un. Mettez toutes vos chances de votre côté et prenez la bonne décision pour atteindre le top 5 et briller sur les épreuves finales. Shae est le seul à être assuré d'en faire partie, car elle est en possession du tout dernier verre de jus d'orange d'immunité. Que le destin vous guide. On se reverra suite à la capture de Greg dans le prochain épisode de Rosé.